Reconstitution. En fait, à l'heure actuelle, il n'y a plus de planeur britannique complet d'origine. Bon, je précise bien un planeur britannique parce que des planeurs américains, par exemple, il y en a encore. Des britanniques, il n'y en a plus du tout. Alors pour deux raisons. Première raison, au moment où ces planeurs ont été fabriqués pendant la guerre, mais on les a pensés un petit peu comme des planeurs jetables. C'est-à-dire qu'ils étaient prévus juste pour un vol et c'est tout. Donc pas du tout solides. Deuxième raison, après le débarquement, les Normands ont récupéré des morceaux de planeurs qui s'étaient posés ici. En fait, les planeurs étaient fabriqués avec du bois et du contreplaqué. C'était des matériaux difficiles à trouver à ce moment-là. Donc voilà, tout a été récupéré. Donc, par exemple, des morceaux de planeurs ont été utilisés comme poulailler. Vous voyez. Alors, on peut voir par ici un morceau important de planeur d'origine. Alors celui qui est là n'a pas participé au débarquement. En fait, il était utilisé pour l'entraînement des soldats britanniques. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu la structure du planeur. Comment est-ce que c'était fait? On pourrait vous approcher tout à l'heure. Pensez à jeter un œil notamment à l'épaisseur du contreplaqué. Vous allez voir que c'est tout fin, ça fait 4 mm d'épaisseur, pas plus. Et la couche noire qu'on voit sur l'extérieur, c'est de la toile, c'est tout. Donc 4 mm de contreplaqué plus une couche de toile. C'est pas très engageant. Bon, sachez juste que les soldats britanniques avaient donné un surnom à ces planeurs, un surnom qui est assez parlant, puisqu'ils les appelaient cercueils volants. Voilà, tout est dit. Alors, le principe du planeur. Donc au départ, le planeur était tracté par un bombardier. Ils étaient reliés ensemble par un filin. Dans ce filin, il y avait un câble téléphonique, ce qui permettait aux pilotes du bombardier et à ceux du planeur de se parler. En ce qui concerne les trois premiers planeurs, c'est-à-dire ceux du pont Pegasus, dans le cockpit, la position du pilote et du copilote avait été échangée. Habituellement, le pilote est à gauche, le copilote à droite. Et bien là, c'était l'inverse. Tout simplement parce que au cours de leur trajet, ces trois planeurs avaient un demi-tour sur la droite à effectuer. Donc si le pilote était installé à droite, il avait une meilleure visibilité. Vous voyez que tout était bien pensé et calculé à l'avance. Dans le reste du planeur, vous pouvez installer jusqu'à 28 soldats, donc plus le pilote et le copilote, alors ça fait 30 soldats transportés. Pilote et copilote pouvaient participer au combat au même titre que les autres, si c'était nécessaire. Soit on transportait des troupes, soit on transportait du matériel léger, une Jeep avec sa remorque, un petit canon. Alors la difficulté avec le matériel, c'était le chargement, puisqu'il fallait charger par la porte. Oui. Comment fait-on pour faire passer une Jeep par la porte? Ça paraît un petit peu compliqué. Alors effectivement, vous allez voir que finalement ça n'était pas très pratique. On était obligé de scier un morceau du pare-choc, enlever le marchepied avant droit ainsi que le garde-boue, rabaisser le pare-brise et démonter le volant. Donc, plusieurs manipulations. En fait, au départ, ces planeurs étaient prévus simplement pour du transport de troupes. On ne pensait pas y transporter du matériel. C'est pour ça que le chargement n'avait pas été prévu. Ceci dit, il y a quand même eu une évolution dans la construction de ces planeurs au cours de la guerre. Il y a eu une deuxième version de planeur Orsa, quasi similaire à la version que vous avez devant vous, sauf que là, le planeur pouvait s'ouvrir par le nez, justement pour faciliter le chargement. Mais les tout premiers planeurs à atterrir étaient vraiment tels que vous le voyez là. Alors, pour l'atterrissage, le planeur devait se poser sur le patin, vous voyez ici en dessous, qui ressemble un petit peu à un ski finalement. Le seul amortisseur, c'est le ressort, ni plus ni moins. Alors, c'est vrai qu'il y a des trains d'atterrissage, mais ils ne portent pas vraiment très bien leur nom, puisque les trains d'atterrissage servaient surtout au décollage. Alors, la vitesse du planeur, on va dire que c'était à peu près 130 km/h, ça pouvait aller jusqu'à 150. Une fois chargé, le planeur pesait environ 7 tonnes. Donc 7 tonnes à 130, je pense que vous faites une idée. Les atterrissages étaient assez musclés, pour ne pas dire catastrophiques. Il y a quelques photos que vous pourrez regarder dans le musée qui témoignent des atterrissages assez difficiles. Il y a beaucoup de dégâts matériels. La plupart du temps, le patin était arraché, les trains d'atterrissage aussi. Alors évidemment, c'était dangereux pour ceux qui se trouvaient à l'intérieur. Donc au moment de l'atterrissage, les soldats avaient une position bien particulière. Alors ça, pour le coup, on le voit bien dans le jour le plus long. Ils étaient assis. Les pilotes prévenaient que l'atterrissage était imminent. Donc ils s'accrochaient tous par les épaules. Il y avait beaucoup de secousses. Et surtout, ils devaient soulever leurs jambes, dans le cas où le planeur serait complètement éventré. C'était évidemment dangereux pour les pieds et les jambes des soldats. N'oubliez pas le terme de cercueil volant.
Alors après, il fallait sortir du planeur au plus vite. L'idée, c'était de rentrer en action tout de suite après. Il fallait aussi décharger le matériel lorsqu'il y en avait dedans. Alors vous avez vu que c'était compliqué pour charger. Hein. Bon, il fallait trouver une autre façon de décharger. Donc là, il y a eu plusieurs façons de faire. Première possibilité, les soldats étaient munis d'une petite hache de forme triangulaire, ce qui leur permettait de couper tout autour de la queue du planeur pour ouvrir et décharger par l'arrière, plus facilement et plus rapidement. Deuxième possibilité, il y avait parfois des rails de tout petits explosifs, là aussi, installés autour de la queue. Ces explosifs explosaient au moment où le planeur atterrissait, donc là aussi on pouvait ouvrir la queue du planeur. Et dernière façon de faire, il y avait aussi des attaches rapides que l'on pouvait clipser ou déclipser pour ouvrir ou pour fermer la queue du planeur. Donc en fait, il y a eu une évolution dans la construction de ces planeurs, hein, là aussi. Ici, dans les ailes, vous avez des volets qui sont ouverts. Les volets étaient tous fermés pendant le vol. On les ouvrait au moment de l'atterrissage, de façon à ce que l'air rentre à l'intérieur des ailes, et ça aidait le planeur à freiner. Ça servait aussi de porte-bagages, c'est-à-dire qu'on mettait des containers à l'intérieur des ailes pour transporter des choses. Toujours dans l'idée de freiner, bon, ça n'est pas représenté ici, mais il y avait des parachutes sur la queue du planeur. Il y avait 2 ou 3 parachutes qu'on ouvrait aussi au moment de l'atterrissage. Alors maintenant, un petit mot sur les marquages, parce que vous avez plusieurs marquages sur ce planeur. Alors vous pouvez observer 3 bandes blanches et 2 bandes noires. Donc ça c'est le sigle de reconnaissance allié. Il fallait bien distinguer les avions alliés des avions allemands. Donc voilà, on avait choisi ce symbole-là, qui devait rester secret presque jusqu'au débarquement. Donc la peinture de ces bandes sur les planeurs Orsa s'est faite 3 jours avant le jour J au balai. Pour la petite anecdote, il y avait 352 planeurs à peindre en 3 jours, hein, donc il fallait se dépêcher. Alors vous avez aussi sur la queue en rouge une immatriculation PF 800. Ça correspond au premier planeur qui s'est posé près du pont Pegasus, hein, on en a déjà parlé. Alors ce premier planeur était piloté par un certain Jim Woolwork. Monsieur que vous avez vu dans le film tout à l'heure avec des moustaches, hein, qui faisait des commentaires à un moment donné, qui vient de nous quitter cette année au mois de janvier, il avait 94 ans. Et puis vous avez aussi une cocarde, donc ça c'est le symbole de la Royal Air Force, l'aviation britannique. On retrouve les couleurs du drapeau britannique, donc du rouge, du blanc, du bleu. Vous allez me dire, il n'y a pas de jaune sur le drapeau britannique. Et le bleu sur fond noir, ça ne se voit pas très bien. Donc pour bien distinguer les deux, on faisait systématiquement un contour jaune comme ici. Donc sur les planeurs et avions américains, il y avait une étoile. Sur les planeurs et avions britanniques, à chaque fois, cette cocarde. Voilà, donc je crois que je vous ai à peu près tout dit sur ce planeur. Avez-vous des questions? Ou est-ce qu'il y a des choses qui ne vous ont pas semblé claires? N'hésitez pas. Non, ça va? Alors, si vous n'avez pas de questions, je vais vous laisser terminer votre visite tranquillement. Vous avez d'autres choses à explorer ici dans le parc et bien sûr, vous pouvez retourner au musée. Je vous remercie de votre attention et puis je vous souhaite une bonne fin de visite à tous, messieurs.